Ils ont hérité d'une fortune, moi, d'un simple violon poussiéreux. Quand j'ai joué sa première note, j'ai entendu l'histoire de notre sang. La salle du notaire s'était vidée de son air étouffant. Mes cousins riaient déjà, parlant d'actions, de villas et de comptes en Suisse. Moi, j'avais devant moi un étui usé, couvert de poussière. Dedans, un violon fissuré, cordes cassées, bois jauni. Ils avaient levé les yeux au ciel. Quelle antiquité! Mais quand j'ai posé l'archet, que la première note a vibré, ce n'était pas un son, c'était une voix, celle de notre lignée, que personne avant moi n'avait voulu écouter. Abonne-toi si tu crois que les héritages les plus précieux ne se trouvent tant pas dans les coffres forts, mais dans ce qui fait vibrer l'âme. La salle du notaire, au cœur de Genève, exhalait cette odeur de cuir et de vieux papier qu'on retrouve dans les lieux où les fortunes se transmettent comme des couronnes invisibles. Mes cousins, habillés en costumes trop chers pour leur âge, s'étaient déjà approprié l'air du lieu. Ils parlaient entre eux de villas sur la Riviera, de parts d'entreprise, de comptes numérotés. Leurs voix ricochettent sur les boiseries comme des fanfares arrogantes. Moi, j'attendais. Assis au bout de la table, les mains jointes, le regard posé sur la pendule murale qui égrenait chaque seconde comme une gifle, je savais déjà que mon nom ne pèserait pas lourd dans la lecture du testament. Maître Vogel, un homme sec à la moustache blanche, déplia les documents, prit son ton solennel, conformément aux volontés de M. Adler. Les mots qui tombèrent comme des pierres dans l'eau. Fortune en actions, portefeuille diversifié, biens immobiliers, comptes bancaires. Chaque phrase faisait briller un peu plus les yeux de mes cousins. L'aîné serra déjà la main de son avocat. La cadette s'imaginait déjà posée devant ses nouveaux tableaux. Moi, je n'avais encore rien entendu de mon nom. Puis, après une pause, la voix du notaire se fit hésitante. Quant à vous, Adrien, tous les regards se tournèrent envers moi. L'air se chargea d'une tension moqueuse, comme si chacun attendait le moment du ridicule. Votre grand-père vous lègue un objet personnel. Il désigna l'assistante, qui posa sur la table un étui de violon ancien, couvert de poussière, les coins abîmés, la poignée usée. Le silence se fit, puis un éclat de rire brisa la solennité. Sérieusement, dit Thomas le plus arrogant de mes cousins. Un violon cassé? Voilà ton héritage, Adrien? Quelle ironie, ajouta Élodie, avec un sourire venimeux. Nous les millions, toi, la musique. Enfin, si on peut appeler ça de la musique. Je sentis le rouge me monter aux joues, mais je ne répondis pas. J'ouvris l'étui. Dedans, un violon poussiéreux, le vernis écaillé, une corde rompue. L'archet était à moitié effiloché. Mais ce qui me frappa, ce n'était pas l'état misérable de l'instrument. C'était une inscription gravée à l'intérieur sur l'étiquette jaunie collée sous la table d'harmonie. Adler, 1891. Le nom de famille, le nôtre. Je levai les yeux, mes cousins n'avaient rien vu, trop occupés à célébrer leur victoire. Le notaire referma son dossier, gêné, comme si ce legs le mettait mal à l'aise. « C'est tout » soufflai-je. « C'est tout » répondit-il avec gravité. « Mais votre grand-père a précisé ceci, qu'il joue au moins une fois. Alors, il comprendra. » Je refermai l'étui. Mon cœur battait fort. Je n'étais pas musicien. J'avais gratté maladroitement une guitare à l'université, rien de plus. Mais cette phrase résonnait en moi comme une injonction. Dans le hall, mes cousins m'attendaient, ricanant. « Bonne chance !» dit Thomas. « Peut-être que ton violon te jouera une symphonie de la pauvreté. » Je passai devant eux sans répondre, serrant l'étui contre moi comme un fardeau et une clé à la fois. Dehors, la ville bruissait. Les tramways grinçaient, les passants pressés glissaient sous les parapluies. Je marchais longtemps, sans savoir où aller, jusqu'à ce que mes pas me mènent au vieux quartier où j'avais grandi. Là, dans un appartement au volet bleu, une femme âgée enseignait encore le violon aux enfants du voisinage. Madame Keller. Je montais l'escalier en colimaçon, le cœur serré, et frappais. Elle m'ouvrit. Ses cheveux blancs tirés en chignon,
ses yeux perçants d'ancienne musicienne. Adrien fit-elle, surprise. Cet étui, où l'as-tu trouvé? C'est. C'est un héritage, balbutiai-je. De mon grand-père. Elle me fixa longuement, comme si elle avait reconnu quelque chose avant même que je parle. Puis, elle sourit doucement. Entre, nous allons l'accorder. Et tu joueras ta première note. L'odeur de cire et de résine emplissait l'appartement de Madame Keller. Les murs tapissés de partitions jaunies semblaient respirer encore de tous les élèves passés là avant moi. Elle me fit signe de poser l'étui sur une table ronde, recouverte d'une nappe à carreaux. J'ouvris. Le violon apparut, encore plus fragile que dans la salle du notaire. Une poussière grise couvrait les éclisses. Le vernis s'était craquelé. Une corde pendait, morte. Pourtant, à mesure que je le regardais, j'avais l'impression qu'il m'observait en retour, comme un vieux visage ridé qui attend qu'on le reconnaisse. Madame Keller eut un souffle court. Oui, c'est bien lui, murmura-t-elle. Vous le connaissez? Demandai-je surpris. J'ai vu ton grand-père jouer de ce violon. J'étais jeune, il m'impressionnait. Il disait toujours ce bois, c'est ma voix. Je restais muet. Jamais, jamais je n'avais entendu parler de musique en lien avec lui. Pour moi, il n'avait été qu'un patriarche rigide, un homme de comptes et de chiffres, d'investissements et de propriétés. Pas un musicien. Elle sortit d'un tiroir une boîte de colophane, vérifia l'archet, resserra l'écrin. Puis, avec une délicatesse infinie, elle changea la corde rompue. Le silence n'était troublé que par ses gestes précis, comme une cérémonie. Voilà, dit-elle en me tendant l'instrument. Mets-le sous ton menton, laisse-le parler. Je le pris. Le bois était tiède contre ma peau, malgré toutes ces années de sommeil. Mes doigts maladroits se posèrent sur le manche. L'archet trembla dans ma main. J'avais peur de produire un grincement ridicule, de profaner ce que je ne comprenais pas. Mais une phrase me revint. Qu'il joue au moins une fois, alors il comprendra. Je fermai les yeux. L'archet effleura la corde. Un son. Pas pur, pas clair, mais un son chargé, grave, vibrant, épais comme une veine. J'ouvris les yeux. Madame Keller avait pâli. Tu l'entends? Chuchota-t-elle. Quoi donc? Ce timbre. Il ne ressemble à rien. Il est chargé. Je jouai une autre note, plus haute, hésitante. Puis une troisième. Et soudain, une suite se dessina. Comme si mes doigts savaient avant moi. Un motif simple, une mélodie bancale mais reconnaissable. Mon cœur s'arrêta. Ce thème, je l'avais déjà entendu. Pas dans un concert. Dans la bouche de ma mère, quand j'étais enfant. Une berceuse qu'elle fredonnait. Les soirs où elle croyait que je dormais. La gorge serrée, je continuais. Chaque note réveillait un souvenir. Un rire étouffé. Des voix autour d'une table. Un accent que je n'avais pas su identifier. Et derrière tout ça, quelque chose de plus grand. Comme si le violon n'était pas qu'un instrument, mais un témoin. Quand je posais l'archet, les cordes vibraient encore. Le silence retomba, épais. Madame Keller posa sa main sur la table. Adrien, ce n'est pas seulement un violon, c'est un héritage vivant. Il a porté une histoire que ton grand-père n'a jamais écrite. Tu viens d'en ouvrir la première page. Je restais assis, le souffle court, le violon sur les genoux. Pour la première fois, je compris que l'héritage que j'avais reçu n'était pas une consolation mesquine, mais une mission. Le son qui avait rempli la pièce n'était pas que de la musique, c'était une voix, celle de notre sang. Le violon reposait sur mes genoux, encore vibrant. J'avais l'impression qu'il respirait, qu'il murmurait entre les fibres de bois. La mélodie, bien que maladroite sous mes doigts, s'était inscrite dans ma mémoire comme une cicatrice lumineuse. Madame Keller s'était assise en face de moi, les mains jointes, les yeux brillants. Cette mélodie, tu crois l'avoir inventée? Demanda-t-elle. Non, soufflai-je. Je l'ai entendue. Ma mère me la chantait, parfois, comme une berceuse. Exactement. Et ta mère la tenait de ton grand-père. Je fronçai les sourcils. Mais je ne l'ai jamais vu jouer. Pas une fois. Parce qu'il avait juré de ne plus le faire. Il y a longtemps, bien avant ta naissance.
Ces mots claquèrent comme une porte qu'on entr'ouvre sur une pièce interdite. Elle se leva, fouilla dans une armoire et en sortit un vieux cahier relié de cuir. J'ai gardé ça. Ton grand-père me l'avait confié quand j'étais son élève. Il m'avait dit, si un jour l'un de mes petits-enfants revient avec le violon, donne-lui ce carnet. Je pris le cahier. L'odeur de poussière et d'encre séchée monta aussitôt. Sur la première page, une écriture ferme, celle que je connaissais des lettres officielles de mon grand-père, carnet de mémoire, 1942. Mon sang se glaça. Je tournai les pages, entre des portées musicales griffonnées, des notes hâtives, nom, lieu, date. Prague, Varsovie, Lyon. Toujours la même mélodie transcrite, répétée, transformée. Et des phrases, courtes, brutales, jouées pour apaiser les enfants. Dans la cave, la mélodie couvrait le bruit des bottes. On disait que c'était la chanson des Adler. Mes mains tremblaient. J'entendis ma propre voix, rauque. Il a joué pendant la guerre. Pas seulement, dit doucement Madame Keller. Il a survécu grâce à ça. Cette mélodie, Adrien, n'est pas une berceuse inventée. C'est un chant de résistance, de survie. Je lus encore, les yeux brouillés. Si un jour, je ne peux plus raconter, que le violon parle pour moi. Je relevai la tête. Alors quand j'ai joué cette note, c'est lui qui parlait? Oui, lui, et tous ceux qui l'ont entendu avant toi. Le silence s'épaissit, coupé seulement par le tic-tac d'une horloge. J'avais l'impression de porter soudain des siècles entiers sur mes épaules. Je reposai le cahier, pris le violon. Mes doigts se posèrent d'eux-mêmes. L'archet glissa. La mélodie jaillit, plus fluide cette fois, comme si elle m'attendait depuis toujours. Et là, je jurais avoir entendu autre chose. Des voix derrière le son, un chœur lointain. Non pas des paroles, mais des souffles, des souvenirs, des vies entremêlées. Quand la dernière note s'éteignit, des larmes coulaient sur mes joues. Madame Keller aussi pleurait en silence. « Tu comprends maintenant pourquoi ton grand-père a laissé le violon à toi, dit-elle d'une voix brisée. Tes cousins ont l'or et les pierres. Mais toi, tu as la mémoire. Je suis retourné chez moi ce soir-là avec le violon serré contre moi comme un trésor fragile. Toute la nuit, j'ai tourné les pages du carnet de mon grand-père, relu chaque mot, chaque annotation, chaque nom griffonné. Derrière chaque syllabe, je sentais battre un cœur. Je voyais les silhouettes d'hommes, de femmes, d'enfants réfugiés dans l'ombre d'une cave, leurs mains tremblantes trouvant le silence grâce à une simple mélodie jouée sur ses cordes. Le lendemain, mes cousins m'avaient convoqué dans le salon d'une villa qu'ils s'étaient déjà appropriée, comme si l'héritage était officiellement à eux. Les murs sentaient la peinture fraîche, les bouteilles de champagne s'alignaient sur les tables et leur rire fendait en l'air. Quand je suis entré, leur regard a immédiatement glissé sur l'étui que je portais encore. « Alors, fit Thomas, avec son éternel sourire moqueur, tu es venu jouer une sérénade pour qu'on t'accorde une voiture ?» Je ne répondis pas. Je posai l'étui au milieu de la grande table, l'ouvris lentement. Le violon apparut, poussiéreux mais digne, et avec lui, le carnet. Élodie leva les yeux au ciel. « Tu continues avec ton folklore. Marc, on parle de millions ici. Des vraies choses. » Je respirais profondément. Justement, les vraies choses ne sont pas celles que vous croyez. Je posai le carnet ouvert devant eux. Leurs sourires se figèrent quand ils virent les dates, les noms, les villes. Paul fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est notre famille, » répondis-je calmement. « Notre sang, notre histoire. » Je sortis l'archet, posai le violon sous mon menton. Je n'avais plus peur. Les premières notes jaillirent, la mélodie grave et simple emplissant la pièce. Elle résonnait contre les vitres, s'enroulait autour des colonnes, vibrait jusque dans le parquet. Au début, mes cousins restaient figés, gênés. Puis leurs visages changèrent. Élodie baissa les yeux, sa main crispée sur sa coupe de champagne. Paul, d'habitude si arrogant, avait le regard vide, comme frappé d'un souvenir qu'il n'avait pas vécu. Thomas, lui, serra les dents, incapable de soutenir le son. Quand la dernière note s'éteignit, je déposai l'instrument et dis doucement
Ce violon a fait taire les bottes d'ennemis. Il a couvert les pleurs d'enfants. Il a sauvé des vies quand l'or et l'étoile ne servaient à rien. Voilà ce que nous avons hérité. Voilà ce que vous refusez de voir. Un silence pesant s'abattit. Seul le bruit d'une bulle éclatant dans une coupe de champagne osait troubler l'air. Paul se pencha vers le carnet, ses doigts hésitant à tourner une page. Il murmura « Tu veux dire que grand-père ?» Oui, que notre maison, nos murs, notre nom, ont servi à protéger, pas à accumuler, et que ce violon était la clé. Élodie essuya discrètement une larme, comme si elle avait honte de se montrer fragile. Thomas se leva brusquement, renversant sa chaise. Ce ne sont que des histoires, des légendes pour te donner de l'importance. Je levai le carnet. Non, Thomas, ce sont des preuves, des noms, des vies. Et elles crient plus fort que tes millions. Il voulut répliquer, mais sa voix mourut dans sa gorge, car même lui, dans le fond, avait entendu ce que les notes avaient réveillé. La maison vibrait encore des résonances de la mélodie. Mes cousins figés semblaient comme projetés face à une vérité qu'ils n'avaient jamais voulu imaginer. Thomas tournait en rond, le visage fermé, tandis qu'Élodie fixait le carnet comme s'il s'agissait d'un miroir dans lequel elle découvrait son propre vide. Paul, lui, s'était assis, les épaules lourdes, le regard perdu. Je repris doucement le violon. Je passai ma main sur le bois éraflé, sur les cicatrices laissées par le temps. Vous voyez, dis-je d'une voix basse mais ferme, l'argent peut acheter des murs, des toiles, des moteurs. Mais aucune fortune ne peut acheter la mémoire. Ce que nous avons reçu, c'est une responsabilité. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui n'ont plus de voix. Thomas éclata, presque en criant. « Et tu comptes faire quoi avec ça? Ouvrir un musée? Te prendre pour un héros ?» Je le fixai droit dans les yeux. « Non, mais je compte faire vivre leur histoire. Chaque note de ce violon est un témoignage. Chaque nom dans ce carnet est une vie. Et si vous voulez vraiment vendre cette mémoire pour quelques millions de plus, alors vous porterez le poids de leur oubli. » Un silence de plomb tomba. On n'entendait plus que le craquement discret du bois dans la cheminée. Puis, Paul prit une grande inspiration. « Adrien a raison, » murmura-t-il. « Grand-père a choisi de lui confier ça. Pas à nous. C'est son héritage. Et le nôtre aussi, même si on n'a pas voulu le voir. » Élodie ferma le carnet d'un geste tremblant. « Alors, promettons au moins de protéger cette maison. De ne pas la vendre. » Thomas voulut protester, mais son regard se brisa en croisant le mien. Il se rassit, vaincu. Je posai le violon sous mon menton une dernière fois. L'archet effleura les cordes, et la mélodie s'éleva, pure, plus claire qu'auparavant. Dans cette note, je sentais la présence de mon grand-père, la force de tous ceux qui l'avaient protégé, la dignité de notre nom. Mes cousins écoutaient en sans un mot, et dans leurs yeux, je lus enfin le respect. La dernière vibration s'éteignit. Je refermai l'étui, doucement, comme on referme un livre sacré. « Voilà, dis-je. L'héritage, ce n'était pas de l'or. C'était une voix. Et maintenant, elle est en nous. On peut hériter d'une fortune et se croire riche, mais le vrai trésor ne se compte pas en billets ni en pierres précieuses. Le vrai héritage, c'est la mémoire des sacrifices, le courage de ceux qui ont vécu avant nous et la responsabilité de transmettre cette dignité. Moi, j'avais reçu un violon poussiéreux. Mais quand j'en ai joué la première note, j'ai compris que j'avais hérité de l'histoire de notre sang. Mets un like si tu crois que les souvenirs valent plus que l'argent. Abonne-toi pour d'autres histoires où la dignité triomphe toujours de l'orgueil.